Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons regarder ensemble les modifications de règles, les apports de règles pour The Scourge of Ghyran pour les Blade of Khorne. Et avant de commencer, nous allons faire un petit détour sur les règles, on va pas aller jusque là, mais quelques informations qui nous sont données par Warhammer Community au niveau de la modification de la structure des règles pour les éléments de décor. Donc a priori le nouveau manuel du général comportera une modification significative à ce niveau-là. Est-ce que de nouveaux mots-clés apparaîtront avec de nouveaux bonus, malus ou choses comme ça? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, aujourd'hui, on nous indique qu'il sera beaucoup plus facile, a priori, de bénéficier de la règle obscurante si elle ne change pas, car on nous indique que si toutes les figurines d'une unité sont à 1 pouce d'un élément obscurant, a priori, on bénéficiera de la règle, donc plus besoin d'être derrière ou dans un élément obscurant, en tout cas à ce niveau-là. L'article comporte aussi une certaine rédaction sur le fait qu'il y aurait des racines, des lianes, des forêts, donc on est dans le monde de la vie. Peut-être que certains éléments de décor vont évoluer au fur et à mesure de la partie, vont peut-être ralentir des charges, bloquer des charges, des choses comme ça. Nous verrons en état. Et puis on nous indique aussi une modification du décor de faction des Place of Power, qui a priori pourront potentiellement soigner vos unités, les améliorer en magie ou en prière, voire d'autres effets. Donc pareil, est-ce que c'est un jet de dés? Est-ce que vous choisissez un effet? On verra plus quand on aura accès à toutes les informations. Alors, revenons du coup à Blade of Khorne. Donc Blade of Khorne, nous avons deux sous-factions, ce qui est classique pour tout le monde. A priori, ça doit être le cas pour toutes les armées. On va commencer avec la première, donc qui est très intéressante, Tournament of Skull, qui vous dit One Spartan Army Your Hero Phase, de choisir deux unités qui ne sont pas des héros, dont une unité est Bloodborne, donc ce sont les mortels, et une unité qui est démon, donc ce sont les démons. Et ces dernières, tant qu'elles sont entièrement à 12 l'une de l'autre, donc il y a quand même une certaine mise en place à avoir, vous aurez plus un sur le jet de blessure pour les attaques de corps à corps. Donc plus un blaze, bah, c'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que c'est le bonus que vous voulez aller chercher avec votre prière. Principalement, vous blessez à 3, donc blessé à 2 va modifier de manière significative vos stats, que ce soit pour les Skull Reapers, des guerriers de cornes, et pour les démons, bah, n'importe lesquels, hein, mais en général, c'est un bon buff. Le seul défaut, entre guillemets, c'est entièrement à 12. Beaucoup de socles ont quand même une certaine taille, une certaine largeur, donc peut-être qu'il faudra faire ça de manière, on va dire, intelligente, avec des unités peut-être plus mobiles, et d'autres unités plutôt là pour combattre, qui essaient d'optimiser au maximum le combat. En tout cas, ça va pouvoir permettre de fiabiliser la létalité de Korn, qui peut, sous certaines conditions, être un petit peu défaillante, car on a besoin de prières, on a besoin d'autres choses là. Là, au moins, c'est sûr à 100%, on vous demande juste de respecter le setup entièrement à 12 entre les deux unités. Et la deuxième sous-faction, c'est The Gortai, qui se fait à votre phase de mouvement seulement. Vous allez pouvoir choisir un héros humain et deux autres unités qui sont humaines. Et tant que vous êtes entièrement à 12 de ce héros, vous gagnez 2 de mouvement pour le reste du tour. Donc c'est entre guillemets la compensation de Phil Sergent, ce qui laisserait sous-entendre que Phil Sergent disparaîtrait. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ces 2 points de mouvement ajoutés sous condition. Donc je pense que les gardes d'honneur vont être refondus complètement. Et donc pour fiabiliser les mortels de corne avec le mouvement, on le retrouve ici. Une bonne sous-faction, hein, on va pas se mentir, les 2 points de mouvement, c'est quand même quelque chose de très très fort, parce que quand vous bougez de 5, bah, vous gagnez quand même presque la moitié de votre mouvement. Donc, et en plus de ça, le setup est quand même large, hein, entièrement à 12 d'un héros mortel. On vous demande même pas, entre guillemets, qu'il soit non unique ou quoi que ce soit. Alors, on continue ensuite avec les autres ajouts. Vous avez cette fois-ci un domaine de prière. Donc, moi, je me doutais, entre grosso merdo, que c'est ce qui allait se passer. L'armée avait besoin de ça. Donc, vous avez 3 prières et vous voyez, les prières sont quand même très très accessibles. Elles se lancent toutes sur du 3. Donc, je trouve ça très intéressant que Games Workshop s'est rendu compte que les prières sur du 4, sur du 5 ou plus, c'est très très difficile à mettre. Là, sur du 3, c'est pour moi le bon setup. Alors, j'entends les personnes qui disent oui, mais nous ne pouvons pas interagir avec. Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas interagir avec toutes les autres règles du jeu à part les sorts. Donc, c'est pas bien grave. Cependant, voilà, sur du 3, c'est très positif. Et les 3 sont très intéressantes. La première, Gore Flèche, qui est une prière unlimited.
va vous demander de choisir une unité Blade of Corn entièrement à 12 du lanceur. Et du coup, vous allez ignorer le premier point de dégâts alloué à l'unité sur toutes les phases. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres armées. C'est une très bonne règle, hein, il n'y a pas de doute à avoir sur ça. Si vous faites un 8+, vous pourrez choisir 2 unités. Cependant, j'espère que cette règle-là qu'on commence à voir de plus en plus, ne va pas non plus être répétée comme ça, comme on a pu voir avec les sur un 3+, vous faites un peeling et vous mettez des blessures mortelles, ainsi de suite, ainsi de suite, mais qu'une certaine originalité apparaîtra devant les autres armées. La deuxième, donc Rune of Loathing, pareil, lancement de 3, qui vous dit choisir une unité Blade of Corn entièrement à 12 du prêtre. Et là, vous allez bénéficier du coup d'une protection à 3 contre les dommages infligés par les sorts, les prières, les manifestations et même les capacités de combat des manifestations. Donc là, c'est tout ce qui provient de cette chose-là. Et si vous faites un 8+, vous avez 2 unités éligibles. Protection à 3, c'est très très bon. Alors, ok, on n'est pas en V3, il n'y a pas autant de blessures mortelles à la magie, à la prière. Cependant, les manifestations cognent quand même bien. De plus en plus d'armées, a priori, voire toutes, vont avoir des cartes faction et manifestations, ce qui laisse sous-entendre qu'on va se retrouver avec de plus en plus de manifestations sur table, même si c'est déjà le cas. Donc, une bonne règle aussi sur votre Destar pour la protéger de potentielles blessures magiques. Certaines armées commencent à générer là aussi beaucoup de dégâts à la magie, donc une bonne prière. Et pour finir, la dernière, Gifts of Apoplexy. Donc là, celle-ci, c'est sûrement, je pense, la plus forte des camps s'appelle les 3. On vous demande de choisir un ennemi à 18 pouces. Si jamais la valeur est de 8+, au lieu d'infliger des 3 blessures mortelles, vous infligerez 3 blessures mortelles directement. Maintenant, vous allez me dire sous quelles conditions on inflige ces blessures mortelles. Et bien, c'est très simple. C'est jusqu'au début de votre prochain tour. Donc la phase peut être assez longue. L'unité choisie, dès qu'elle va utiliser une ability qui n'est pas l'habilité de mouvement, de charge ou de combat, vous allez subir des 3 blessures mortelles. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait c'est extrêmement fort. Pourquoi? Parce que toutes les capacités que vous avez sur War Scroll sont des abilities. Donc par exemple une unité qui a la capacité de charger à 3d6, donc plus 1 sur ce jet de charge, avant de faire son jet de charge, va devoir normalement déclarer cette capacité, et du coup prendra des 3 blessures mortelles. Si vous mettez des impacts quand vous chargez, si votre sorcier a un bonus au lancement, ainsi de suite, ainsi de suite. Lancer un sort, c'est une ability, lancer une prière, c'est une ability. Donc en fait, c'est un vrai debuff tangible vraiment pour l'unité. Heureusement, quand vous faites un 8+, vous ne choisissez pas 2 unités, sinon ça pourrait être très très compliqué. Alors bien sûr, un pack de 40 rats des clans, bon, ça va pas lui changer grand-chose. Mais globalement, c'est une prière de contrôle qui est très très forte. On sait que Korn en V3 était très très contrôle. Est-ce que Korn en V4 avec le nouveau BT qui arrivera dans les mois, semaines à venir aura toujours cette architecture? Je ne sais pas. En tout cas, on continue à avoir des outils qui vont dans ce sens-là. Est-ce que ce Prayer Lord est plus fort que le générique? Je ne sais pas, ça dépend, je pense, des orientations de liste et votre manière pour jouer. Mais en tout cas, je trouve qu'il est plus facile pour les prêtres à utiliser. Car dans l'autre domaine de prière, à part le plus un reine que vous alliez souvent chercher, le reste était, on va dire, plus anecdotique, plus situationnel. Là, vous avez quand même la possibilité de vous protéger de blessures mortelles quotidiennement, voire d'avoir une ward à 3. Donc, pour moi, c'est un très bon domaine de prière. Alors maintenant, nous allons regarder les 2 profils qui ont été modifiés. Donc pour commencer, nous avons le Mighty Lord of Corn. Donc c'est le personnage à pied avec son chien et sa grosse hache, qui anciennement buffait un petit peu les mortels sous condition. Aujourd'hui, nous avons un profil qui évolue légèrement. Donc en point de vie, save, ça ne change pas. Par contre, vous perdez une attaque de hache. Vous en aviez 5, mais vous n'en avez que 4. Cependant, vous gagnez 1 dégât. Vous passez réellement 2 dégâts 3. Donc c'est quelqu'un qui tabasse quand même pas mal. La règle des compagnons, pas d'intérêt. Vous avez une capacité once par battle, donc ça sera qu'une seule fois dans une partie. Cependant, ça c'est en phase de combat. Pour un point de commandement, vous allez pouvoir choisir une unité Bloodband, donc ce sont les mortels entièrement à 12 de ce héros, qui n'est pas en combat, et vous allez pouvoir effectuer un mouvement de charge. L'unité en question doit absolument finir sa charge à un demi-pouce d'unité visible ennemie et étant considérée comme ayant chargé. Donc vous avez potentiellement une contre-charge, une seule fois par partie heureusement, mais qui ne vous coûtera que 1 PC.
en plus de ça, elle se fait en phase de combat, donc une fois que toutes les charges éventuelles ont été faites. On sait que Korn aime beaucoup jouer avec sa dîme de sang pour retreat et ensuite, comment ça s'appelle, reculer ou avancer selon son jet de retreat, et bien là, vous allez pouvoir en plus contrecharger en phase de combat pour un PC. On commence à voir tout de suite un setup avec deux unités entièrement à 12 du héros, une enclume, une marteau, voire deux marteaux. Si votre adversaire en charge une, vous pouvez contrecharger l'autre. Ou si jamais vous ratez votre charge, à 3 par exemple, vous pourrez toujours compléter cette charge à ce niveau-là. Une règle qui est très très structurante pour les mortels et que je pense nous verrons beaucoup avec cette nouvelle modification du War Scroll. Et la deuxième règle que vous avez est une règle un petit peu plus anecdotique, mais qui est quand même assez chiante. Donc on vous demande One Spartan Army End of any turn, donc ça ne servira à rien d'en jouer 600 parce que vous pourrez la faire proc qu'une seule fois. Si jamais ce héros a alloué des blessures à un autre héros, donc on reste toujours dans la logique de blesser un héros, même si votre unité a été détruite, donc ça c'est bien, vous allez pouvoir continuer à le faire. Vous lancez un dé et sur un 5+, le héros est automatiquement slain, le héros sur lequel vous avez fait des blessures, avec votre hache, et ne peut pas être remplacé. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez fort, parce que certaines armées ont la possibilité de remplacer des héros. Demain nous sommes dans le monde de la vie, donc potentiellement des artefacts, des traits de code, des domaines de magie, nous ne savons pas avoir des capacités sur des scénarios vont peut-être vous permettre de ramener à la vie des héros. Celui-ci vous empêchera de le ramener à la vie. Donc c'est toujours intéressant. Normalement, avec 4 attaques en moins de 3, vous devrez réussir à blesser un héros. C'est quelque chose qui fait un peu peur parce que vous avez souvent un héros, pièce centrale autour de 300, 400, 500, 600 points. Et juste ce petit gars, s'il arrive à faire un dégât, vous savez que potentiellement ça peut vite partir en couille à ce niveau-là. Donc une bonne règle qui peut quand même malgré tout être assez frustrante dans certaines conditions. Alors, et pour finir, nous avons du coup une modification des Blood Crushers. Donc, quand j'ai vu que les Blood Crushers étaient modifiés, j'étais très content parce que je trouvais l'unité très faible. Malheureusement, la modification est intéressante, mais pour moi, un peu trop limitée. Alors, à noter qu'avant, vous bougiez de 8, non, vous bougez de 10. Donc, c'est quand même un très très bon bonus pour cette cavalerie lourde. On reste en save à 4 et une protection à 6. Vous avez toujours votre C de 2, ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui change? Vous avez maintenant votre arme, donc les Blood Crusher Hellblade, qui passent en charge dégâts +1, donc vous êtes en -1/2 quand vous chargez avec crit mortel. Vous perdez le anti-cavalerie, c'est pas bien grave. C'est beaucoup plus impactant d'être avec une cavalerie lourde en charge, reine -1 dégâts 2. Cependant, le point faible pour moi, c'est que l'unité n'a que 2 attaques par modèle, et vu que ça se joue par 3, même renforcé, ça vous fait pas beaucoup d'attaques en reine -1 dégâts 2 crit mortel. Le Juggernaut, là aussi, je suis un peu triste quand vous voyez l'énorme monstre de mécanique que c'est. 2 attaques 4-3, -1 D3. On aurait aimé peut-être quelque chose de plus fiable, un peu comme en fake, hein, en -1-2, et puis qui peut-être blesse à 2, hein, vu l'état de l'élément, mais bon. Qu'est-ce qui est changé dans l'unité? Avant, le profil standard générique mettait 2 plus des 3 blessures mortelles, ce qui était complètement anecdotique. Là, vous avez quelque chose qui est un petit peu plus intéressant. Cependant, c'est un One Spartan Army, donc vous ne pourrez pas multiplier, on va dire, les Blood Crushers sur la table. Pour pouvoir utiliser cette règle, on vous dit que si c'est une unité à charger, vous choisissez une unité ennemie en combat, vous lancez un dé sur un 3+, vous avez le droit de recharger. Techniquement, en fait, vous faites un mouvement de 2d6 et vous pouvez passer à travers les modèles ennemis, mais vous devez quand même finir en combat. Donc dans l'idée, c'est une très bonne unité pour traverser les écrans, les lignes et aller combattre ce qui est derrière. Ça, c'est super fort. Le problème, c'est que c'est sur un 3+, et que le deuxième problème, c'est que votre profil de combat est vraiment mauvais, quoi. L'unité coûte plus cher, hein. On est à 180 points, et on aurait aimé peut-être avoir une troisième attaque. Là, c'est pas le cas. Alors oui, nous avons le plus un dommage à la charge. Cependant, je ne suis pas convaincu, vu le volume d'attaque, que vous arrivez à bénéficier de la létalité nécessaire pour aller chercher ce que vous souhaitez aller chercher. De plus, pour moi, il y a aussi une petite coquille que Games n'a peut-être pas identifiée. J'aimerais avoir un éclaircissement dessus. C'est le Skullmaster, donc la même version mais héros, a une capacité qui vous dit que once par battle, il peut vous donner en Blood Crusher
plus un charge, plus un dommage. La règle qu'il bénéficie déjà. Et du coup, a priori, nous ne pouvons pas additionner ces bonus-là. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez avec une unité qui n'interagirait même pas avec le héros qui est censé les mener. Donc un petit peu dommage à ce niveau-là. Il faudrait peut-être une fac, un éclaircissement, en tout cas à ce niveau-là. Je pense pas que vous puissiez passer un Rennes-1 dégâts 3 sur votre charge. En tout cas, cette unité de Blood Crusher peut peut-être trouver de l'intérêt en MSU pour pouvoir impacter des écrans, charger au travers et aller chercher des petits héros prêtres ou sorciers pour pouvoir combattre. C'est assez résistant pour pouvoir ne pas se faire tuer en une fois, cependant je ne pense pas que ça puisse être un fer de lance. En tout cas, j'espère que cet ajout de Scourge of the Giran vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, qu'est-ce que vous attendiez à ce niveau-là. Pour le domaine de prière, moi c'est ce que j'attendais pour Korn, je suis très content et je les trouve plutôt bonnes. Par contre, c'est vrai que le profil des Blood Crushers, je suis un petit peu déçu. Les profils globaux des autres armées sont plutôt bien faits, bien pensés. Là, je trouve qu'il y a un petit manque, il y a un petit truc qui est raté, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde!